Bienvenue à Planète Terre. Cette semaine, nous allons d'abord, derrière le bruit, voir le fracas de la fraude électorale au Parti socialiste français. Enfin, y a-t-il eu fraude lors de l'élection de Martine Aubry à la direction du parti? Et nous allons discuter avec Martial Foucault, professeur de sciences politiques, de ce nouveau rebondissement dans la querelle entre Martine Aubry et Ségolène Royal, qui était, vous vous en souvenez, la candidate socialiste aux dernières présidentielles et qui a toujours des aspirations pour la prochaine qui s'en vient en 2012. Ensuite, dans notre série Vers Copenhague, nous allons examiner un autre aspect des questions de changement climatique et de changement sur la biodiversité. Nous allons discuter justement de biodiversité et de sa valeur. Est-ce qu'on peut mettre un prix sur l'eau douce, sur les marais, sur les nuages? Eh bien oui, on peut mettre un prix et c'est ce que font les chercheurs et les calculs, enfin pas fins, mais le principe de ces calculs nous seront expliqués par Jean-Pierre Revray, qui est professeur à l'UQAM. Et nous allons aussi discuter des savoirs traditionnels et de leur vol par certaines compagnies pharmaceutiques avec la chercheure au Cerium Maria Constanza Tori. Et finalement, nous allons faire une autopsie littéraire. Vous connaissez Kathy Reich, cet auteur de romans policiers qui se passe à Montréal, qu'elle écrit en anglais, qui sont traduits en français. Et notre invitée, Micheline Cambron, professeure de littérature de langue française, va nous expliquer comment Kathy Reich, comme d'autres auteurs, mettent Montréal au centre d'un réseau de savoir. Alors, une émission très riche que je vous invite à écouter avec nous. Et après la pause, derrière le bruit de la fraude électorale au Parti socialiste français. Derrière le bruit cette semaine, on parle du bruit politique qui nous parvient du Parti socialiste français. Ceux qui croient qu'il y a des dissensions au sein du Parti québécois doivent savoir qu'au sein des socialistes français, la discorde, les coups de couteau, les petites phrases sont légion et font partie de la tradition du Parti socialiste français. Et on en a encore des épisodes importants en ce moment. Depuis déjà un an, il y a une rivalité, ou même depuis plus d'un an, une rivalité importante entre Ségolène Royal, qui était la candidate du Parti socialiste aux élections présidentielles, et celle qui est devenue secrétaire générale du parti, Martine Aubry, l'ancienne ministre de Lionel Jospin et maire de la ville de Lille. Alors, avec moi pour en parler, pour essayer de comprendre ce qui s'y passe, Martial Foucault. Merci d'être là, Martial. Bonjour, Jean-François. Martial, vous êtes professeur en sciences politiques ici à l'Université de Montréal. Vous êtes responsable du réseau Économie internationale du Cerium, mais vous suivez de près pour nous la politique française et vous avez été récipiendaire récemment d'un prix, on vous en félicite, le prix de l'International Institute of Public Finance, Best Young Economist de 2009. Alors ça, c'est bien parce que c'est un prix qu'il faut recevoir en début de carrière. Je ne sais pas s'il y a un prix de Best Old Economist auquel vous pourriez penser pour plus tard. Mais en tout cas, donc, je vais vous ramener à novembre 2008. En novembre 2008, donc il y a près d'un an, il y a eu une élection pour savoir qui serait chef du Parti socialiste. C'est le poste de secrétaire général. Et donc, en deuxième tour des élections, Ségolène Royal et Martine Aubry étaient les deux femmes qui brillaient ce poste. Et Martine Aubry a gagné par 42 voix, ce qui est très peu. Alors, on pourrait dire, ben, c'est peu, mais c'est réglé. C'est quand même 50% plus 1, 50% plus 42. Pourquoi est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui? Jean-François, vous avez raison de rappeler que le congrès de Reims en novembre avait donné lieu à toutes sortes de discussions à l'issue de ce résultat. 42 voix, ça ne s'était jamais vu dans l'histoire du Parti socialiste, même au moment où les tensions étaient assez fortes lors de l'arrivée de François Mitterrand à la fin des années 70. Mais pourquoi on en reparle aujourd'hui? Il y a au moins deux raisons. La première, c'est une actualité éditoriale. Deux journalistes français viennent de faire paraître un livre qui est le fruit de leur enquête lors de ce congrès de Reims et qui tendent à défendre une thèse d'un système de fraude généralisé lors de ce congrès et qui aurait permis à Martine Aubry de l'emporter de quelques voix. Alors, système généralisé, les deux journalistes mettent en avant finalement une fraude dans la Fédération du Nord, d'où est originaire Martine Aubry. On parle de fraude électorale. Fraude électorale lors finalement du vote des militants
pour désigner les candidats de ce congrès de Reims. Et fraude qui se serait massivement et géographiquement localisée dans le Nord. Donc on peut penser que Martine Aubry n'est pas complètement, mais il faut être prudent sur les termes, ne serait pas complètement indépendante de ce système. Ou ignorante. Peut-être, oui. Peut-être. Alors, donc, revenons donc à ce livre. Cette affirmation dit que, donc le titre du livre, c'est « Hold Up », UPS, pour Parti socialiste. Et donc, comme on sait qu'il y a 42 voix de majorité, et ce qu'ils affirment, c'est qu'il y aurait eu ce qu'on appelle du bourrage d'urne, c'est-à-dire de faux votes intégrés, ou en plus, un mauvais comptage. Mais ça, on l'avait entreaperçu dès le soir de l'élection. Rappelez-nous les faits. Absolument. D'ailleurs, ça avait été très très long, le résultat final, puisqu'il avait fallu faire appel à cette commission de comptage du Parti socialiste qui réunissait toutes les différentes motions présentes à Reims. Et à l'issue de cette longue nuit de recomptage, et même je veux dire, les jours qui ont suivi, la commission de comptage du Parti socialiste avait acté l'avance de Martine Aubry de 42 voix, et mettant déjà à l'époque en évidence qu'il y a eu des erreurs de comptage. C'est-à-dire les colistiers, les personnes qui avaient procédé au dépouillement des votes, avaient remarqué des erreurs. Mais en gros, des erreurs dans tous les camps, que ce soit dans le camp de Martine Aubry, dans le camp de Ségolène Royal. Et au final, on s'était dit, bon, Martine Aubry a gagné avec quelques doutes, mais les doutes s'équilibrent entre les deux partis. Là, aujourd'hui, c'est un peu plus grave. On va juste revenir. À ce moment-là, Ségolène Royal avait, pendant une période de flottement de quelques heures, laissé entendre qu'elle allait contester le résultat, oui. Et finalement, elle s'y était rangée. Oui, là, il y avait effectivement un double enjeu. Il y avait un enjeu pour Ségolène Royal de ne pas contribuer à la zizanie du Parti socialiste à l'époque, qui, vraiment au soir du congrès de Reims, n'avait pas réglé ses problèmes de dissension forte préparatoires au congrès. Mmh. Et puis, deuxièmement, je pense que Ségolène Royal avait anticipé la possibilité pour elle d'utiliser cette victoire très faible, voire contestée, comme un moyen d'être présente et représentée massivement dans le Parti socialiste. Ce que Martine Aubry n'a pas finalement accepté dans les premières heures. Mmh. Et puis, au fil des mois, au printemps dernier, un certain nombre de partisans de Ségolène Royal sont rentrés dans la direction du Parti socialiste. Voilà. Mais aujourd'hui, cette question de est-ce que finalement Ségolène Royal va tirer profit de cette enquête de journalistes? Est-ce qu'elle va porter en justice la possibilité de réclamer finalement un nouveau congrès? Ce que l'on entend du côté du Parti socialiste, c'est que personne n'est favorable à cette idée. Mmh. Et je dirais que depuis le congrès de Reims, les équilibres ont changé au sein du Parti socialiste. Mmh. Ségolène Royal est de plus en plus seule. Mmh. Ses principaux lieutenants, Vincent Peillot, Arnaud Montebourg, ont tous finalement décidé de s'éloigner et de prendre une position plus indépendante, non pas de manière dogmatique ou idéologique, très stratégiquement, la perspective de primaire au Parti socialiste. Non, on va revenir là-dessus, on va débrouiller tout ça. Je reviens seulement sur ce fait. Donc, ce qui est nouveau dans ce livre, si c'est vrai, c'est que donc la fraude aurait très nettement favorisé Martine Aubry et on peut penser que Ségolène Royal s'est fait voler sa victoire. Alors, ce que Mme Royal a dit, après y avoir réfléchi quelques heures, c'est dire « Je ne demande pas un nouveau vote, donc je tourne la page sur le vote, je ne réclame pas d'essayer de redevenir secrétaire général. Ce n'est plus la question. La question, ce sera qui sera la candidate ou le candidat à la présidentielle. » Mais elle dit « Soit ce que ces journalistes disent est vrai, et alors il faut faire des réformes, il faut faire en sorte que les responsables de la fraude soient sanctionnés, ou bien c'est faux, et alors il faut que le Parti socialiste poursuive en justice ces journalistes. » Absolument. Bon. Mais en fait, personne ne doute que ce soit vrai. C'est très étonnant. Hein, dans les 24 heures qui ont suivi la parution du livre la semaine dernière, il y a eu une période de flottement de la position du Parti socialiste. Martine Aubry a répondu « Je n'ai pas lu le livre, donc je ne le commande pas ». Les principaux partisans de Ségolène Royal, parmi ceux qui restent, ont finalement été très peu loquaces. Seuls les avocats de Ségolène Royal ont mentionné qu'elle tiendrait une conférence de presse cette semaine. Donc, pour répondre à votre question, que devrait faire Ségolène Royal, ou plus positivement, que va-t-elle faire? J'ai l'impression qu'elle est prisonnière de son influence de plus en plus limitée actuellement au sein du Parti socialiste, et que si elle s'engage dans une action judiciaire,
elle va, de manière irréversible, mettre un petit peu le bazar dans le Parti socialiste, et cela risque de lui coûter très cher en vue, dans la perspective de l'élection présidentielle 2012. Ouais. Ça, c'est la position de Ségolène Royal. Oui. Donc, elle dit, c'est au PS de poursuivre les auteurs du livre. Et elle demande des sanctions pour les fraudeurs. Oui. C'est une position qui se défend. Mais on voit qu'au Parti socialiste, ils veulent tous tourner la page, ne plus en parler. Mais n'y a-t-il pas une responsabilité de dire, nous n'admettons peut-être pas qu'il y a eu de la fraude la dernière fois, mais nous allons faire en sorte qu'il n'y en ait pas la prochaine? On n'a pas connaissance, enfin, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas connaissance des différents terrains et matériaux que les deux journalistes ont utilisés pour rédiger cet ouvrage, mais c'est quand même très compliqué pour une organisation politique et le Parti socialiste, entre autres, de pouvoir démontrer une fraude généralisée. Ouais. Même si elle est localisée que dans le Nord, on peut penser qu'il y a des soupçons réguliers dans des régions, le Nord, les Bouches-du-Rhône. Ce sont des fortes fédérations avec beaucoup de militants où les pratiques sont souvent à la limite de la légalité. Et ça, ce point est très important parce qu'au fond, ce qui vaut pour un parti politique vaut également pour une association ou toute autre forme d'organisation. Donc, est-ce que le Parti socialiste a vraiment les moyens de vérifier qu'aucune fraude n'a entaché des scrutins internes au Parti socialiste? C'est un vœu pieux. Bon, maintenant, ça intervient au moment où le Parti socialiste avait retrouvé un certain élan après une défaite aux élections européennes de juin dernier, où il s'était fait doubler, en fait, par le Parti écologiste dirigé par Daniel Cohn-Bendit, qui a eu plus de voix, donc le Parti socialiste. Et ensuite, Martine Aubry a accepté, au mois d'août dernier, lors de l'Université d'été du Parti socialiste, de dire « Nous allons faire une rénovation importante » et elle a agréé à une proposition, celle de faire des primaires pour savoir qui serait le candidat socialiste aux prochaines présidentielles en 2012. Alors, ce sont des primaires dites ouvertes. Alors ça, c'est une nouveauté. Expliquez-nous comment ça va fonctionner et ce que ça change dans la dynamique du Parti socialiste. Tout d'abord, il faut rappeler qu'il y a un point très important, c'est que cette proposition de primaire ouverte, elle était importante pour Martine Aubry en quête de relégitimité dans son parti. Parce qu'après le congrès de Reims, il y a eu une période très flottante où le leadership du Parti socialiste était écorné, pour ne pas dire absent. Donc Martine Aubry a décidé de faire sa rentrée politique avec une proposition. Elle était un peu prise dans deux forces. Une force qui, à la gauche de la gauche du Parti socialiste, réclamait d'apporter une réponse politique à l'échec des élections européennes, où le mouvement des Verts, mais aussi à l'intérieur de ce mouvement des Verts, des partisans d'une ligne plutôt anticapitaliste. Et puis à sa droite, à la droite du Parti socialiste, on réclame également une élection comme dans les grands partis démocratiques de centre principalement, où on désigne avant un grand rendez-vous politique le candidat qui va porter le programme politique. Donc elle était véritablement prisonnière de cette proposition dont je pense personnellement, elle ne tenait pas plus que cela à défendre à la tribune de cette rentrée. Ça signifie, c'est ça. Donc, décrivez-nous, ouvrir le processus. Donc, une primaire ouverte, ça veut dire clairement qu'elle laisse la possibilité au sein du Parti socialiste à toutes les candidatures d'être présentes dans une élection interne avec un vote des militants pour désigner le meilleur candidat. Mais les votes des militants, mais pas seulement de ceux qui portent la carte. Non, et des sympathisants. C'est-à-dire des citoyens pourront se présenter au bureau de scrutin du Parti socialiste et dire, moi, je préfère tel ou tel candidat. Absolument. Ce qui, en termes d'organisation et en termes juridiques dans la vie du Parti socialiste est complètement nouveau. Et d'ailleurs, je pense que Martine Aubry n'est pas encore en mesure aujourd'hui de nous dire comment cela va s'organiser. Elle a appelé finalement au mois d'octobre prochain une grande consultation qui vont permettre de définir les modalités de cette primaire. Donc, on n'en sait pas plus. Il y a un point qui est nouveau, c'est en fond, on pourrait se dire, qu'est-ce qui est différent entre cette primaire ouverte en 2011 probablement, et puis la désignation en 2006 de Ségolène Royal face à Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius. La principale différence qu'on peut voir aujourd'hui, encore il faut être prudent tant qu'on n'a pas les résultats de cette consultation, c'est que cette fois-ci, ce sont des candidats qui vont porter les idées du Parti socialiste. Alors qu'en 2006, chaque candidat portait un programme, une motion.
Donc il y a une différence dans l'acceptation maintenant du Parti socialiste qu'on est dans un vrai régime présidentiel. Donc, très américain. Très américain. Alors qu'aux États-Unis, ce système des primaires, il est assumé par l'appareil électoral du pays, alors que cette fois-ci, ce sera l'appareil électoral du parti qui devra l'assumer. Alors ça pose des problèmes d'organisation, mais ça, on va les laisser débrouiller ça. Donc on s'achemine à une primaire qui est plus semblable à celle qu'on voit aux États-Unis. Mais c'est tout le temps que nous avons. Vous avez réfléchi à une plage musicale, vous avez trouvé une chanson qui vient de l'histoire du Parti socialiste, mais remise au goût du jour. Qu'est-ce que c'est? En fait, j'ai décidé de sélectionner le temps des cerises, chanson traditionnelle dans les mouvements ouvriers, mouvements socialistes, mais cette fois-ci réédité et réinterprété par un groupe contemporain, Noir Désir, un groupe de rock français, avec une version inédite et voire même, on va dire, inattendue par rapport à la version originale. Bon, ben on l'écoute. Martial Foucault, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur les dissensions au sein du Parti socialiste. Et on écoute, grâce à vous, Le temps des cerises par Noir Désir. Le temps des cerises, les guerres signal, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons. Le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle moqueur. En profondeur, cette semaine, on pose une question très difficile. Combien vaut un paysage, un vol d'oiseau, une migration, le processus de régénération de l'eau? Combien ça vaut? Est-ce qu'on peut mettre un prix là-dessus? C'est une question absurde. Et pourtant, des tas de scientifiques, d'économistes et de gouvernements essaient de mettre un prix là-dessus parce qu'il y a des gens qui s'en servent, il y a des gens qui le détruisent, il y a des gens qui doivent le remettre à niveau, et c'est une des questions qui se posent dans le domaine de la biodiversité. Et pour en parler cette semaine, nous avons deux invités qui travaillent sur le sujet et le connaissent bien. D'abord, Jean-Pierre Revray, merci d'être avec nous. Jean-Pierre Revray, vous êtes professeur au département de stratégie et responsabilité sociale et environnementale à l'Université du Québec à Montréal, membre de l'Institut des sciences de l'environnement. Vous avez publié récemment une introduction à l'ouvrage « La mondialisation contre le développement durable » et vous posez cette question « Mondialisation et développement durable, complémentarité ou contradiction ?» C'est une question qu'on pose constamment. Et notre autre invitée, Maria Constanza. Merci d'être avec nous, Maria. Maria, vous êtes stagiaire postdoctorale au Cérium cette année et on est très heureux de vous avoir avec nous. Vous avez fait votre doctorat en socio-anthropologie à l'Université de Paris 1. Et vous avez publié aux éditions L'Harmattan le livre « Vivre en biodiversité ». C'est une étude de cas sur une réserve naturelle au Chili. Vous faites du terrain au Chili, vous connaissez des situations en Inde, des questions d'ethnomédecine, entre autres. Bon, alors je vais vous dire un chiffre, Jean-Pierre Revray, que j'ai tiré de la conférence que vous avez donnée à l'école d'été sur la biodiversité. 33 trillions de dollars par an. 33 trillions, on n'imagine même plus combien il y a de zéros. Ce serait la valeur moyenne estimée des biens et des services écologiques annuels. Annuels, donc la production annuelle de la biodiversité, qui c'est à peu près le double de tout ce qu'on produit dans l'économie marchande. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir un chiffre comme celui-là? Alors, tout d'abord, effectivement, on est dans des ordres de grandeur qui surprennent. Ça, je crois que c'est le premier constat. Et d'autre part, l'idée de se poser la question de cette valeur, de ces flux-là, elle n'est pas si vieille que ça, puisque les chiffres qu'on évoque sont présentés dans une étude qui ne date que de 97, donc une dizaine d'années, si vous voulez, c'est hier. Et c'est des chiffres qui étaient valables pour l'époque, mais il n'y a aucune raison de penser que le rapport entre la production économique liée aux activités humaines, le PIB, le PNB, et cette valeur de ce qui est produit par la nature est changée. Donc on est dans une situation dans laquelle une plus grande valeur économique est produite par la nature que par l'activité humaine. Ça, c'est effectivement le premier constat. Et vous comprendrez bien à ce moment-là que ça mobilise un ensemble de chercheurs pour faire en sorte qu'on comprenne mieux les sources de ces valeurs, qu'on arrive à des données un peu plus précises. Pourquoi est-ce qu'on veut savoir combien vaut un paysage ou un troupeau de gazelles? Alors, je poserai ça en termes de valeur plus générale. Personne ne va douter que
un beau paysage, et là, ce paysage, il correspond à un écosystème, si on ramène ça à nos questions de biologie et de diversité biologique. Personne ne doute qu'un paysage, il a une valeur esthétique. Personne ne doute non plus qu'une forêt peut avoir une valeur culturelle, peut avoir une valeur sentimentale, même fournir des éléments qui permettent d'avoir une valeur religieuse, si vous voulez, selon les contextes. Donc personne ne doute de ces éléments, de cette valeur. Par contre... Une valeur chiffrée. Voilà. Maintenant, ce qu'on est en train de se poser comme question, cette valeur de nature sociale, culturelle, qu'est-ce qu'elle représente en termes de valeur économique? Et pourquoi est-ce qu'il y a ce débat? Ben parce que, ma foi, la plupart des investissements, et je parle d'investissements publics, là, je ne parle pas nécessairement d'investissements privés, on fait des dépenses pour améliorer quelque chose au niveau de l'environnement qu'on a suffisamment détruit par ailleurs. Et là, on se demande, en termes de choix politiques, les coûts qui sont induits par la rénovation d'un milieu. Ben oui, on sait ce que ça coûte, mais le milieu qu'on a remis en état, qu'est-ce qu'il vaut? Est-ce que la dépense, en véritable argent, est compensée, si on peut dire, par une valeur qu'on a améliorée? Donc, il est important, dans cette perspective-là, de rendre dans la dimension économique des éléments qui sont perçus au niveau social, dans différentes formes. Mais une fois qu'on a dit ça... c'est la méthode. Alors, après, la question est celle de la méthode. Parce que sur l'intention initiale, on peut la comprendre. On veut pouvoir comparer dans une unité commune des éléments qui s'expriment dans un tas d'unités différentes. Ou encore, on pourrait dire, si vous voulez construire une usine dans un beau paysage, le paysage vaut tant, alors vous allez payer tant pour qu'on puisse en refaire un autre à côté, ou je ne sais trop. En tout cas, mais c'est tout à fait ça, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire, c'est s'approcher des notions qu'on appelle du coût total réel des choses. Quand on détruit la nature, en plus de produire du matériel, des biens, etc., ben la question, c'est le prix total que l'on devrait payer. C'est le prix des facteurs de production qui coûtent de l'argent, additionné à ces espèces de coûts sociaux, de coûts environnementaux. Donc, le défi, en quelque sorte, c'est d'aller le calculer. Et quand on dit, pour réussir à avoir un développement durable, il faudrait que chaque produit ait dans son coût intégré pas seulement le processus de fabrication et de transport, mais également l'empreinte environnementale, donc la destruction du lieu, etc. C'est de dire, si on payait la vraie valeur des choses, il y aurait peut-être plus de choses qui seraient protégées. Finalement. Exactement. Et il y a plusieurs étapes à ça. Pour connaître la vraie valeur des choses, il faut d'abord connaître les dimensions de la dégradation, par exemple. Et une fois qu'on les a nommées, eh bien... trouver la méthode la plus appropriée pour trouver cette valeur. Mais le problème auquel on va faire face, c'est que donner une valeur à quelque chose qui n'a pas de prix, parce que c'est bien de ça dont on parle, eh bien, ça requiert des petits artifices, si vous voulez, de la part de la science économique, parce qu'il n'y a pas de marché du paysage. Quoi qu'il y a des indices. Par exemple, vous citez une étude où en Ontario, ils ont calculé le coût que des riches Américains étaient prêts à payer pour aller pêcher dans des lacs, dans des forêts. Ils ont dit, si eux sont prêts à payer ça pour se rendre là pour une semaine et se faire manger par les moustiques pour pêcher dans un lieu qui est magnifique, ça nous donne une indication de la valeur du lieu. Et voilà. Et là, vous touchez à une des méthodes qui a été développée parmi les premières au Canada et aux États-Unis, qui a ses limites, on va les discuter après, mais qui se basait sur cette idée-là. Si quelqu'un consacre du temps pour aller voir quelque chose qu'il considère beau, et qu'il engage des dépenses pour ça, eh bien, en faisant la somme des dépenses engagées, on a au moins une idée de la valeur minimum que la société accorde à la chose en question. Et quelle est la nouvelle meilleure méthode, puisque c'était une des premières? Alors, on s'est rendu compte que les méthodes comme ça, qu'on appelle les méthodes qui vont chercher des prix sur un marché qui existe, le prix du billet d'avion, le prix de la paire de chaussures de marche, etc., elle ne permettait pas d'aller mesurer ce qu'on appelle, et là vous pardonnerez le terme, mais les valeurs de non-usage. C'est-à-dire qu'on peut donner de la valeur à quelque chose, même si on ne le consomme pas, et consommer au sens large du terme, voir un paysage, même si personne n'y va. Et ça, les valeurs de non-usage, elles sont bien importantes, parce que quand quelqu'un, par exemple, donne de l'argent à une ONG environnementale pour protéger un espace quelque part dans le monde, parce qu'elle trouve important de protéger l'habitat du panda. Elle va probablement jamais y aller, cette personne-là.
Donc comment est-ce qu'on va capter ces éléments-là? Alors comment? Alors, comment? Il y a une panoplie d'outils, mais ce qui est au cœur, ce qu'il faut comprendre avant de donner la méthode, c'est de dire, c'est une démarche d'économiste, c'est une démarche économique. L'économie connaît un valorimètre, une machine à donner les valeurs, c'est le marché, par la confrontation de l'offre et de la demande. La voiture, elle vaut le prix qu'elle vaut parce qu'il y a une offre et une demande. Mais il n'y a pas une offre et une demande du paysage, il n'y a pas une offre et une demande de la qualité de l'eau. Donc, l'idée, c'est de construire un marché fictif, en fait. Et on explique clairement à la personne, on est en train de vous dire que vous pourriez payer pour une amélioration du paysage, ou alors soit payer pour une amélioration, soit accepter un paiement pour une détérioration. Hein, donc c'est cette double logique-là. Et vous construisez le marché de l'esthétique, le marché de la valeur culturelle. Ça peut paraître presque... C'est agressant pour certaines personnes d'entendre ça, mais effectivement, c'est ça. C'est ramener dans la sphère de la science économique des éléments qui se placent dans d'autres sphères, dans la sphère de l'esthétique, du social. Et par un ensemble de questions et qui doivent être très concrètes. Combien seriez-vous prêt à payer pour une amélioration de la qualité de l'eau dans cette zone ou de l'amélioration d'un paysage? Et en sachant que ce montant-là, vous le prendriez sur votre budget. Là. On n'est pas dans un truc théorique. Ça, c'est un terrain que vous avez fait même dans la région de Lanaudière. Vous avez demandé à des gens combien seriez-vous prêts personnellement à payer pour... Exactement. Pendant 5 ans, par an, pendant 5 ans, à partir de votre propre budget, pour une amélioration de la qualité de l'environnement au niveau rural, dans cette région de Saint-Jacques à Lanaudière, là, en sachant qu'en toile de fond, il y avait des programmes d'amélioration des pratiques agricoles, qui sont de grands, on peut le dire, l'agriculture contribue parfois à la dégradation de l'environnement, et c'est changer ça. Mais je regarde là. Bon, alors ça, donc c'est une méthode et je viens à vous tout de suite, hein, Maria Constanza. Restez avec nous, hein, parce que je vais vous parler de quelque chose de très important. Mais donc, une dernière question sur ces questions de méthode. Alors, dans cette évaluation de 33 trillions, on avait calculé également la valeur de la régulation du climat. Alors, le fait qu'en ce moment, ça fonctionne, la régulation du climat, on est en train de le détraquer. C'est ça. Mais bon, comment est-ce qu'on peut donner une valeur à ça? Alors, là, vous amenez le concept, si vous voulez, de biens et services écologiques, qui est central dans les discussions qu'on a depuis quelques années dans ce domaine-là. C'est quand on dit que la nature, elle nous fournit 33 trillions de valeurs économiques, ça se mesure par le biais de ce qu'on appelle les services écologiques. Alors les services écologiques, ou les biens et services écologiques, c'est dans le fond une expression pour dire qu'est-ce qu'on va y chercher dans la nature qui nous est utile, directement ou indirectement. Directement, on va en reparler tout à l'heure avec Costanza, quand on va parler de la valeur des médicaments, par exemple, qu'on va prélever dans la pharmacopée de la forêt, si on peut dire comme ça. Ça, c'est direct. Oui. Mais le climat? Le climat, c'est indirect. Parce que le climat, il nous permet, quand on dit que la forêt agit comme stockage de carbone, ça régule le climat. Donc on dit, si on coupait une forêt, on perdrait cette fonction-là. Donc on peut dire actuellement, on peut comparer ça, le bois sur pied, stockant du carbone, avec le bois qu'on couperait pour en faire des meubles. D'accord. Et on avait jusqu'à peu de temps un défi pour donner une valeur à cette stockage de carbone. Et maintenant, avec les marchés du carbone, avec le marché du carbone. Exactement. Là, vous allez chercher sur un marché qui est là, qui vient de se créer, et vous transformez les tonnes de carbone stockées par hectare en émissions de polluants au carbone. Exact. En faisant la comparaison avec le prix que la tonne de carbone aurait. Sur le marché. Et donc, c'est toujours cette idée d'aller chercher sur le marché. Alors là, on peut aller le chercher pour la tonne de carbone, mais on peut aller aussi le chercher pour la valeur d'un bassin versant, mettons, c'est-à-dire toute une région qui entoure une rivière, qui va alimenter une ville en eau, par exemple. Et l'exemple dont on discute beaucoup, c'est la ville de New York, qui reçoit son eau du bassin versant des Catskills, que vous pouvez trouver sur une carte, là. Et ce bassin-là, il a été protégé depuis des années. Et on a assuré, ils ont racheté des fermes, ils se sont assurés qu'il n'y a aucune activité polluante pour que le bassin versant, puis les champs et tout, filtrent l'eau et qu'elle arrive propre à la ville de New York. Tout ceci pour éviter la construction d'une deuxième station de traitement des eaux qu'aurait coûté plusieurs milliards. D'accord. Et là, on a... Et là encore on se dit, ben oui, parce qu'on dit, on a la valeur évitée
par la technologie qui aurait remplacé la nature. Alors, s'il y a une valeur, il peut y avoir du vol. D'ailleurs, c'est assez proche, hein, valeur et vol. Et Maria Constanza, vous êtes intéressée à un phénomène, un joli mot qui recouvre un phénomène condamnable, la biopiraterie. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc, la biopiraterie donc, a été définie comme une forme aussi de biocolonialisme, néocolonialisme, etc. Donc, c'est l'utilisation et la commercialisation faite par des tiers donc, qui utilisent des connaissances traditionnelles, donc qui s'approprient indûment des connaissances traditionnelles. Donnez-nous un exemple de ça. Donc, par exemple, quand on parle des biopirateries, donc, il y a ici différentes en fait 4 figures. Donc on peut pas quand on parle de biopiraterie, donc on considère pas seulement les brevets. Donc une entreprise peut voir donc l'utilisation faite par une communauté locale et demander un brevet. Donc comme dans des cas très connus comme les cas du Nîmes ou des autres types de plantes tropicales qui ont été brevetées comme la ayahuasca. Comment vous dites? Alors, je vais juste bien vous suivre. Donc, oui. C'est une entreprise oui. pharmaceutique, par exemple, qui va dans une communauté traditionnelle et constate que cette communauté utilise une plante pour avoir un résultat de guérison. Voilà. Donc, et prend cette connaissance sans rien dire à personne. Prend cette connaissance sans rien dire à personne et peut demander un brevet. Donc, c'est une forme d'appropriation indue. Mais ça se peut aussi qu'une entreprise donc, ne demande pas un brevet, mais utilise commercialement, donc gagne des revenus économiques à partir donc, de l'utilisation traditionnelle faite par les communautés locales. Donc, c'est le cas, par exemple, des Devil Claw. C'est une plante qui a été utilisée par des communautés locales et qui a été... À quel endroit? En Afrique. En Afrique. Donc, voilà, qui a été commercialisée par des entreprises donc, qui ont gagné des revenus considérables. Donc, il faut voir ici, quand on parle de biopiraterie, ce n'est pas juste les cas limites des entreprises qui demandent des brevets, mais aussi... simplement l'utilisation de cette connaissance dans le marché. Dans les marchés, voilà. Donc, quand il y a des gains économiques considérables. Et les marchés, en fait, de la biodiversité, c'est un marché, donc, pour me référer à ce que disait M. Révéré, donc, assez important. Donc, on parle des gains de l'ordre de 500 milliards par an. 500 milliards par an. Alors, vous dites donc, que 200 médicaments environ, donc le tiers de tous les médicaments sont dérivés de plantes. Voilà. Et les 3/4 de ces médicaments ont été produits par des scientifiques qui ont observé des utilisations faites par des peuples autochtones. Voilà. Donc, alors, c'est une certitude que la quasi-totalité des revenus générés par ces produits ne sont pas retournés jamais au peuple autochtone. C'est ça, en fait, les problèmes. C'est qu'on constate, en fait, que les communautés n'ont pas vraiment été récompensées donc pour ces formes de connaissances, etc. Et aujourd'hui, donc, le débat est polarisé dans des directions. Donc, soit on voit les communautés comme les victimes, en fait, de cette activité de biopiratage, donc il faut les défendre, ou soit elles sont vues d'une manière paternaliste, comme on leur donne une forme de redevance, de compensation pour l'utilisation et l'accès des ressources naturelles. Donc, mon point de réflexion, c'est de voir en fait si on peut aller au-delà de cet modèle dualiste un petit peu et voir si les communautés locales peuvent de leur manière donc utiliser leurs propres connaissances et d'une manière donc qui respecte leur identité, qui respecte leurs valeurs culturelles, donc qui peut être un véritable instrument de développement endogène. Qui produisent eux-mêmes. Qui produisent eux-mêmes. Et il y a quelques cas, je vois par exemple, vous avez fait une étude de cas en Inde où en fait les communautés, les villages s'organisent pour avoir eux-mêmes la négociation avec les compagnies pharmaceutiques et là générer un revenu. Voilà, donc c'était une étude de cas, donc vous parlez donc d'une entreprise en fait qui est localisée dans le sud de l'Inde, en Tamil Nadu et Karnataka, qui s'appelle Gram Molega Limited Company. Donc c'est une entreprise assez innovative au niveau d'organisation à la base, en fait, parce qu'il est formé par des groupes d'agriculteurs donc, et d'écueillères qui font partie des populations indigènes, donc qu'on appelle en anglais scheduled tribes, c'est-à-dire donc des populations qui sont
hors du système des castes, c'est qu'on appelle intouchables. Alors, ces populations se sont organisées à travers donc, la mobilisation faite à travers des ONG et une fondation des Bangalore. Et ils ont une connaissance traditionnelle spécifique. Là. Ils ont quelque chose qui a de la valeur. Voilà, donc ils sont dépositaires de ces connaissances sur les plantes. Il faut dire aussi en Inde que quand on parle des connaissances traditionnelles, il faut faire une distinction entre connaissances codifiées, comme tous les systèmes de la médecine ayurvédique, et aussi toutes les séries de connaissances qui sont par ailleurs largement documentées, donc comme les connaissances en ethnomédecine. Donc, ce que cette population a fait... Ethnomédecine. Vous nous apprenez des mots, là, c'est très intéressant. Ethnomédecine. Donc, ce que cette population a fait, c'est organiser un groupe, donc comme des formes de coopératives à la base, et a réussi donc à faire cette activité de négociation, donc en évitant tous les intermédiaires du marché qui par ailleurs sont largement présents dans les secteurs des plantes médicinales en Inde, et donc sont réussis à... Je vois 180 000 $ par an de revenus pour 1300 familles. Voilà. Mais ça veut dire que puisque tous ces médicaments, donc les 3/4 des médicaments viennent de connaissances d'ethnomédecine, de culture traditionnelle, on peut supposer qu'il en reste énormément de ces médicaments, de ces procédés qui n'ont pas été utilisés par l'industrie pharmaceutique, ou est-ce qu'on constate que l'écrémage a été fait? Est-ce qu'il reste beaucoup de connaissances traditionnelles sur des plantes qu'on pourrait utiliser, mais qui ne sont pas utilisées? Oui, ça, en théorie, oui, parce qu'en fait, par exemple, cette fondation qui travaille avec les communautés locales a documenté plus de 5000 utilisations des plantes traditionnelles en Inde. Donc, sûrement, il y a la place pour... Il y a un potentiel important. Il a un grand potentiel, voilà. Tant plus que cette plante médicinale, en fait, pour les commercialiser, il faut toujours donc faire référence à un système officiel des médecines officielle qui est reconnue officiellement. Donc, dans les cas de l'Inde, ça s'est facilité parce qu'il y a tout les systèmes de l'Ayurveda qui est reconnu par les gouvernements indiens, bien réglementé. Ça, c'est bien. Depuis quelques années, plusieurs pays où la biodiversité est riche, l'Inde, le Brésil, ont passé des législations pour protéger les cultures traditionnelles. Donc, on a quand même un progrès dans les outils juridiques de protection. Oui. Alors, écoutez, c'est fascinant. On pourrait continuer encore pendant 1 heure. Malheureusement, le temps nous manque. Maria Constanza, vous avez pensé à une chanson pour illustrer notre propos. Quoi donc, et pourquoi? Oui, donc j'aimerais donc, je pense à une chanson donc qui sont des chansons de guérison par des chamans Mapuche, on l'appelle donc dans la langue locale Mapudungun Machi, qui en fait ont organisé ensemble à une association Mapuche par la santé. C'est au Chili, ça? Oui, c'est au Chili, c'est à Temuco, dans la 9e région, donc organisé cette initiative commerciale donc, qui s'appelle Pharmacie Mapuche, Makewelawen. Donc, ils sont organisés, ils sont en train de commercialiser au niveau local plus de 53 médicaments, donc en utilisant les connaissances des chamans locaux. Très bien. Merci beaucoup, Maria Constanza, d'avoir partagé vos connaissances de terrain, vos connaissances théoriques avec nous. Jean-Pierre Revray, merci de nous avoir aidé à calculer le prix d'un paysage et d'une averse. Et nous écoutons, grâce à Maria Constanza, les chants des chamans Mapuche. Lire et entendre. Cette semaine, nous allons parler d'une anthropologue américaine qui a fait de Montréal son lieu réel et son lieu de fiction. Et nous allons avoir l'opinion d'une spécialiste en littérature pour nous en parler. Micheline Cambron, merci d'être avec nous. Alors, Micheline, vous êtes professeure au département des littératures de langue française à l'Université de Montréal. Oui. Vous avez longtemps dirigé le CRILC, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise. Vous êtes en ce moment directrice scientifique du réseau francophonie au Cérium. Et cette année, on va vous perdre pendant un certain nombre de mois puisque vous êtes titulaire de la chaire d'études sur le Québec contemporain à Paris, Sorbonne Nouvelle.
Voilà. Alors, vous êtes donc une lectrice vorace par goût et par métier. Oui, par goût et par métier. Et dans cette section de l'émission, on a des chercheurs qui viennent nous parler d'auteurs qu'ils trouvent signifiants et intéressants. Et vous avez choisi Kathy Reich. D'abord, dites à ceux qui ne la connaissent pas qui elle est. Alors, Kathy Reich est anthropologue. C'est quelqu'un qui travaille ici à Montréal, mais qui travaille aussi à Charlotte, aux États-Unis, comme anthropologue judiciaire. C'est quelqu'un que vous connaissez sans doute tous, puisqu'elle a été responsable, productrice d'une série télé qui a été tirée de ses romans. Alors, ce sont des adaptations un peu lointaines, mais quand même. Il s'agit de l'émission Bones. Et Kathy Reich vit à Montréal, principalement, mais pas exclusivement. Et elle a commencé en 1898. 1900. Oui, je suis 19e Oui, c'est vous ça. allez D'ailleurs, voir. je vais le dire d'abord. Donc, vous êtes l'auteur, entre autres, de La vie culturelle à Montréal vers 1900, un livre fortement illustré et très intéressant sur cet aspect de la vie montréalaise. Et donc, son premier livre, le plus connu, Déjà Dead, publié donc en 97-98. 97, Voilà. c'est ça. Et ce qui m'a amené à lire ça, c'est d'une part mon intérêt pour le roman policier, qui n'est pas du tout un intérêt professionnel. C'est la première fois que je commets quelque chose d'un peu public sur les romans policiers. Et c'est le fait que ça se passait à Montréal. Je m'intéresse à Montréal. Je pense que tout le monde aura compris pourquoi. Et ce qui m'a fascinée dans ce roman et dans le second que j'ai également lu, et il y en a un troisième que j'ai lu qui est davantage récent, là, l'avant-dernier. Ce qui m'a fascinée, c'est de voir à quel point Montréal est un lieu qui est au centre, qui est véritablement au centre au point où les deux premiers titres sont des titres bilingues qui n'ont pas de sens si on n'a pas une familiarité avec le français. Parce que même si on a traduit le second par Passage mortel, en fait, à l'origine, c'est Death du jour. Death du jour. Oui. Death du jour. Donc, sa version anglaise est Death du jour. Oui, c'est la version anglaise qui est Death du jour. C'est bizarre que les Français n'aient pas gardé ce titre bilingue. C'est parce que l'expression plat du jour en France est moins courante que ce qu'on peut trouver ici. Et donc, là, il y a une sorte de dimension un peu canadienne là, qui peut-être gênait le traducteur, qui par ailleurs est très compétent et qui est très attentif aux particularités de la langue québécoise, qui est présente dans le texte. Dans le texte, dans sa version anglaise comme dans sa version française. C'est ça. Alors, les gens sacrent, les gens ont des expressions locales et Montréal est vraiment un lieu qui est investi là, totalement. Il y a d'abord un élément transnational du fait que c'est une Américaine qui vient à Montréal et qui crée ce personnage qui s'appelle Tempérance, qui est une spécialiste en compte médico-légal, qui résout des crimes à travers les ossements. Mais il y a d'autres aspects transnationaux que vous avez relevés. Qui me paraissent extrêmement structurants pour les récits. Alors, d'une part, le personnage de Tempérance Brennan est un personnage qui est en relation avec le reste du monde. D'une part, par le biais de sa famille, sa sœur, son mari, son ex-mari, en fait. Sa fille se promène un peu partout aux États-Unis, principalement. Elle est aussi en relation avec ce qu'on pourrait appeler le réseau des anthropologues judiciaires et des autres anthropologues. Et constamment, elle envoie des courriels, elle donne des coups de fil, elle reçoit des missives. Donc, il y a une dimension internationale qui est liée à son travail. Le savoir est quelque chose qui circule dans le monde. Et donc, on est à Montréal, on reçoit les savoirs, mais lorsque Tempérance Brennan est à l'extérieur de Montréal, elle reçoit les savoirs qui viennent de Montréal. Donc, Montréal et elle reste branchée. Montréal reste dans son réseau, même toujours. Lorsqu'elle est aux États-Unis, lorsqu'elle fait une enquête. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Montréal qui l'aide alors qu'elle fait une enquête sur les États-Unis? Eh bien, à Montréal, manifestement, il y a cette dimension d'étrangeté qu'elle ne trouverait pas ailleurs. Montréal est à la fois familier et étrange pour elle, et on le sent bien quand on lit le texte. Pour un Montréalais, ce texte-là nous redonne les caractéristiques de Montréal, mais un peu comme Montréal pourrait être découvert par quelqu'un qui ne le connaît pas à l'origine. Donc, il y a toujours cette espèce de démarquage. Mais en même temps, il faut voir que la connaissance que le personnage possède de Montréal est aussi une connaissance historique, puisqu'elle travaille dans les vieux zoos. Écoutez, il faut qu'elle aille parfois fouiller dans les archives. Elle a une connaissance historique, donc, des lieux où les enjeux sont les plus cruciaux.
Et ça lui donne une position qui est, je dirais, à mi-chemin entre celle de quelqu'un qui aurait toujours vécu à Montréal et celle de quelqu'un qui est en visite, mais ça devient, comment dire, une posture qui est une posture forte, puisque c'est à partir de là qu'elle écrit. Et dans la toute première page du premier roman, il y a une phrase qui me paraît extrêmement importante. Il y a quelqu'un qui l'appelle, qui est un personnage qui s'appelle Lamanche, qui fait partie de l'organisation policière pour laquelle elle travaille à Montréal, et qui l'appelle Tempérance, alors que tout le monde l'appelle Temp. Et elle dit, il m'appelle Tempérance parce que ça rime avec France. Donc, il y a un rapport à la langue. Et il y a un rapport à la langue qui va se développer, qui n'est pas constant, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on ne sait pas très bien dans quelle langue les gens se parlent entre eux, mais de façon générale, la langue est thématisée, c'est-à-dire qu'on en parle. On parle des niveaux de langue, on parle du vocabulaire que les gens utilisent, on est attentif aussi. Parce que, bien sûr, cette anthropologue, elle mène aussi les enquêtes, même si elle n'en a pas le droit. Elle a un regard anthropologique, donc, sur la société montréalaise. Absolument. Et donc, elle est attentive à la langue, elle est attentive aux communautés, elle est attentive à ce qu'on pourrait appeler la géographie urbaine concrète. Et ce qui m'a fascinée, c'est que ce type de posture ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver dans des romans québécois du 19e siècle. Oui, alors vous en avez apporté un. J'en ai emporté un, oui. Alors, une de perdue, deux de retrouvée, Georges Boucher de Boucherville. Oui. Alors, c'est un roman d'aventure qui commence à la Nouvelle-Orléans. On passe par Cuba, parce que bien sûr, il y a d'obscurs pirates, il va y avoir des rapts de jeunes filles. Enfin, et ça se passe en quelle année? Ça se passe au moment des rébellions. Et il y aura des scènes qui vont se passer pendant les rébellions. De 1837. À Québec, mais surtout à Montréal. Et là aussi, Montréal est le point nodal. C'est-à-dire que dans les faits, bien sûr, celle qui est perdue, ce sera la mère. Celles qui sont trouvées, ce seront les sœurs. Et toutes ces femmes-là se trouvent à Québec. Mais dans les faits, le lieu d'exposition du récit qui est le plus important, c'est Montréal. C'est à Montréal que le jeune héros va découvrir, qui s'appelle Pierre de Saint-Luc, et qui est accompagné d'un esclave affranchi qui s'appelle Trim. Alors, c'est à Montréal qu'il va découvrir quels sont ses parents, qu'il va découvrir aussi un univers qui est un univers différent de celui qu'il a fréquenté à la Nouvelle-Orléans. C'est là qu'il va se révéler une personnalité forte. Et bien sûr, c'est là qu'il va être mis en contact avec les gens qui font partie des rébellions du côté des rebelles. Et cet auteur, c'est un auteur québécois, français? C'est un auteur québécois. Qui est le frère du premier ministre Boucherville, qui a vécu à la Nouvelle-Orléans. Et là, ça nous ramène un peu au personnage de Cathy Reich aussi, parce qu'on sait que le jeune Boucher de Boucherville a fait partie des Fils de la Liberté. On sait qu'il a été envoyé par sa famille à la Nouvelle-Orléans chez des oncles. Et donc, vous avez ces liens familiaux qui étaient extrêmement importants. On imagine toujours que Montréal, au 19e siècle, c'est une ville isolée. Mais en fait, tout le monde a de la famille ailleurs et les gens circulent beaucoup. Et donc, on voit cette dimension aussi de contact, je dirais, biographique avec le vaste monde, qui ressemble assez à ce qu'on trouve chez Cathy Reich. Et il y a aussi une représentation de la ville qui est saisissante, c'est-à-dire c'est vraiment une ville avec des entrelacs de rues, avec des prostituées, avec des lieux un peu torves, tels qu'on peut les trouver chez Cathy Reich. Et il y a des méchants qui sont très méchants. Il y a un attrait de Montréal, la ville du plaisir, la ville du sexe, la ville où on peut boire plus jeune pour les jeunes Américains. Et c'est un attrait que vous voyez dans le temps, qui traverse les siècles pour des romanciers. Je pense que c'est un attrait qui se maintient, mais aussi, je pense que Montréal, c'est un lieu intéressant pour celui qui parle, parce qu'il faut faire la différence entre le personnage de Tempérance et Tempérance qui agit aussi comme narratrice. Quand Tempérance parle, il faut quasiment imaginer qu'elle parle de Montréal.
Et donc, c'est la même chose pour Georges Boucher de Boucherville. Quand il parle, il raconte des aventures qui ont lieu ailleurs. Il le fait, lui, à la troisième personne, parce que c'est ce qu'on faisait à l'époque. Mais malgré tout, il va garder cette espèce de souci de parler à partir d'un lieu précis que l'on sent en filigrane. Hein, comment est-ce que la géographie est construite? Tout converge toujours vers Montréal. Alors, Micheline Cambron, on vous a demandé d'essayer d'illustrer ce propos par une plage musicale. Qu'est-ce que vous avez choisi et alors, pourquoi? J'ai choisi Désemparé, qui est une chanson avec une musique de Gilles Bélanger sur un poème de Gaston Miron. C'est un texte qui, venant d'un des poètes qui a le plus illustré Montréal, montre bien que même quand on est d'un lieu, on est toujours aussi d'ailleurs. Et je pense que c'est ce que ces romans reflètent bien. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce texte dans une interprétation qui est celle de Plume Latraverse, que je trouve particulièrement touchante. Alors, Micheline Cambron, merci beaucoup d'avoir lu pour nous et expliqué et éclairé. Et on écoute, grâce à vous, Désemparé de Gaston Miron, interprété par Plume Latraverse. Par la nuit de tempête où les phares s'engouffrent comme des fouettés et des déterminés, nous marchons ignorants de la trappe des gouffres. C'était Planétaire pour cette semaine. Merci de l'avoir écouté. Je remercie l'équipe technique, Luc Laflamme et Ognan Guerriev. Et je vous invite à venir sur le site du Cerium, à cerium.ca, pour voir les émissions passées, les réécouter si vous le voulez, les télécharger ou les prendre en balado-diffusion. Également, je voudrais signaler 2 événements particuliers qui s'en viennent. Le 29 septembre, mardi 29, nous organisons au Cerium, et l'entrée est libre, un colloque sur la Chine. Est-elle déjà devenue une superpuissance? Et le 7 octobre, Louise Arbour sera à l'Université de Montréal en soirée pour une grande conférence sur les opérations de paix. Vous connaissez Louise Arbour, l'ancienne commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme et responsable des tribunaux sur l'ancienne Yougoslavie. Alors, ce sont 2 rendez-vous auxquels nous vous convions, et bien sûr, la semaine prochaine pour un nouveau Planète Terre. Après 3 ans d'école d'été, c'est toujours aussi bien, c'est vraiment, l'atmosphère est sympathique. C'est une chance vraiment unique pour nous de pouvoir essayer de parsemer encore plus notre éducation. Peut-être c'est le thème qui a rendu l'ambiance décontractée, mais en tout cas propice à l'apprentissage. J'apprends énormément de choses sur mon propre travail. Je trouve que c'est enrichissant. Et les messages, les nuances qu'on essaie de faire passer sont vraiment très très bien intégrés par les étudiants. Au bout d'un moment, il se crée une espèce de communauté, ce qui fait qu'on a un certain nombre de questions qui, même si elles ne sont pas au programme, viennent traiter dans le cadre des discussions. Je me rends expert moi-même en faisant ça.